Ben, merci d'être là, même si c'est peut-être pas pour nous autres, mais en tout cas, merci d'être là quand même, on apprécie. Notre équipe, il y a Myriam, Étienne, il y a moi, mais il y a aussi Anne Bourbonnais qui a travaillé avec nous, Émilie Allard, Déborah Humel, Serge Dano puis Sophie Latour, qui sont, je pense, importants à nommer pour notre présentation. Bon, on n'a pas de conflit d'intérêt. Le financement, c'était par le RQSPAL. Objectif d'apprentissage. Donc, à l'issue de cet exposé, vous devriez être en mesure d'identifier les enjeux reliés à la fin de vie des personnes vivant avec la SLA. Même chose en double. On va présenter des résultats qui demeurent préliminaires encore. Il y a certains, vous allez voir, on fait de l'ethnographie critique. Il y a certains domaines qu'on n'a pas encore terminé là, d'analyser pour les personnes qui connaissent l'ethnographie. C'est quand même un processus qui peut être long. Donc, les thèmes qu'on va vous présenter sont les thèmes qui sont plus avancés, là, dans le fond, mais c'est ça. Il y en a certains on n'était pas tout à fait prêts à les présenter. D'où ça vient ce projet-là? En fait, c'est drôle, j'en parlais juste avant de commencer la présentation. Je suis infirmière, mais je travaille aussi, je suis prof, mais aussi encore en clinique. Puis je travaille dans une maison de soins palliatifs où on accueille tous les diagnostics là, dès qu'il y a un pronostic de moins de 3 mois. Puis après quelques mois de travail, je me trouvais quand même compétente là, avec une expertise qui se développait puis tout ça. Puis j'ai finalement eu mon premier patient qui vivait avec la SLA qui est en fin de vie et c'est devenu une game différente. C'est devenu différent. Ma sensation de compétence avait diminué. Ça m'a fait sentir très, très impuissante, mais aussi, je trouvais que je manquais de connaissances. Puis même avec mes collègues en discutant, ils vivaient la même chose. Donc, c'est parti à la base de ça, mon intérêt pour cette population-là. Ce qu'on sait de la problématique, c'est en fait qu'il y a une réticence par les professionnels de la santé à aborder les sujets de la fin de vie. Nos recherches antérieures ont démontré que quand on est spécialisé ou qu'on a une expertise en soins PAL, c'est moins problématique, mais pour les personnes qui sont pas spécialisées justement là-dedans, ben oui, c'est plus difficile d'aborder ce sujet-là, de se projeter dans un avenir qui est pas toujours agréable. Donc, il y a plusieurs professionnels qui hésitent à aborder, ils savent pas trop quand, ils savent pas trop comment. Il y a aussi des enjeux de communication qui sont reliés à la SLA, spécifiquement pour les gens qui ont la forme bulbaire, qui finissent par perdre l'usage de la parole. Donc, à un moment, il est trop tard pour poser des questions sur la fin de vie. On peut avoir des réponses quand même, mais ils vont être évidemment plus difficiles à avoir ou plus courtes. Puis dans les écrits, en fait, c'était plus limité les connaissances là-dessus, là, sur les enjeux puis les souhaits des personnes qui vivent avec la SLA en fin de vie ou par rapport à leur fin de vie. Notre projet visait à identifier les enjeux reliés à la fin de vie, en décrire les sens pour ces personnes-là, décrire les facteurs qui influencent ces enjeux-là et ces sens, puis dégager des recommandations. On n'est pas rendu malheureusement aux recommandations. On revient l'année prochaine là, pour vous donner les recommandations du projet. Méthode, donc ethnographie critique, comme je disais tout à l'heure. Notre collecte de données, on est allé voir, on a collecté des données. En fait, on a fait des entrevues, mais on a aussi analysé certains écrits. Pour ce qui est des entrevues qu'on a faites, c'était des entrevues semi-structurées. On en a fait 19 individuelles, 6 en diade. On est allé voir 12 personnes qui vivaient avec la SLA. 13 proches qui accompagnaient actuellement une personne qui vivait avec la SLA, puis 6 proches qui avaient accompagné une personne qui était décédée là, au moment de l'entrevue. Pour qu'on est allé voir les proches, ben, ça nous permettait de voir le processus complet, particulièrement les proches qui avaient accompagné quelqu'un qui était aujourd'hui décédé. Donc, c'était riche comme ajout, là, si on veut. Au niveau des écrits, on est allé voir des articles de journaux, en fait, mais seulement les Québécois, puis des biographies. Les biographies devaient être écrites par des personnes qui vivaient avec la SLA. Les articles de journaux, ceux qu'on a retenus, devaient rapporter les paroles d'une personne qui vivait avec la SLA. Si ça rapportait les paroles des proches, il fallait que ça raconte l'expérience de la personne. Vraiment, la personne était au centre de notre recherche. Donc, 33 articles qui ont été analysés, 4 biographies en tout. L'analyse méthode proposée par Spradley, on pourra en reparler si vous avez des questions plus tard. Je vais vous épargner de tout ça.
Donc voilà pour la méthode. Je vais passer la parole à ma collègue Myriam pour les résultats. Dans les Bonjour. Dans les deux premiers thèmes qu'on a trouvés, c'est se protéger l'un l'autre. Un des participants disait, si c'est insupportable pour les autres, ben c'est insupportable pour moi aussi. Donc, au courant de la maladie, ce qu'on a vu, c'est que la relation entre la personne ayant la SLA puis son proche aidant le plus proche, l'un et l'autre développent une relation là, de vouloir protéger l'autre. Donc, il y a une interdépendance décisionnelle qui s'installe et à ce moment-là, la personne, elle va selon la décision et l'action, ils vont s'influencer mutuellement. Un des exemples dans les citations, c'est ce que la personne est prête à faire vivre à ses proches. Elle dit, je sais que je peux être gavée puis je peux être nourrie aussi en même temps, mais je voulais pas donner ce trouble-là à mon mari. Puis la gastrostomie, c'est du trouble. D'un autre côté, la personne, l'approche qui dit et qui établit sa limite, elle dit, bien, là, vous allez voir, le commentaire est un peu sec, là, mais elle met quand même sa limite auprès de son proche. Moi, j'ai dû lui dire que c'est ma limite. T'as plus tes jambes, t'es plus capable de te déplacer, ben moi, c'est non. Donc, j'ai dit le gavage, j'en veux pas. C'est toi qui décides, mais moi, je suis pas prête à ça. Donc, tu sais, il y a la qualité de la vie, mais il y a aussi la mienne aussi. Donc, c'est de juger là-dedans ce que l'autre est prêt à faire, puis ce que l'autre n'est pas prêt à faire. Donc, c'est ça la limite. Donc, vous voyez ici, là, on a vraiment le proche aidant qui établit sa limite. Puis, d'une autre façon, on n'a pas le verbatim ici, on a un autre proche aidant qui vient dire, mais nous, là, dans le fond, là, notre vision, c'est de donner tout ce qu'on peut lui donner, puis nous, on n'a pas rapport dans l'équation. Donc, d'un côté, on a parfois des proches qui vont avoir des limites très définies, puis de l'autre côté, un don de soi. Et comme on disait, le participant en question même a eu besoin, étant donné qu'il voulait tout rendre parfait pour sa famille, a eu besoin de prendre un congé maladie, mais ne voulait pas le dire à son proche pour pas que son proche s'aperçoive que ça l'influence dans sa santé. Donc, vous voyez, là, on a un spectrum au niveau de une décision qui va être modulée en fonction de la liberté de l'autre. Si on continue avec l'autre thème, c'est l'aide médicale à mourir en tant qu'un outil. Donc, je veux l'avoir dans ma poche en arrière si ça flanche. Donc, en fait, on a vu que ça devenait être un outil apaisant pour certaines personnes. Puis, ça peut permettre de mieux vivre la maladie dans le sens où, quand on est revenu de ce rendez-vous-là, là, en faisant référence à un rendez-vous chez un médecin, je trouve qu'à partir de ce moment-là, l'attitude de Jacques, là, évidemment, c'est pas les... Donc, elle s'est comme apaisée. Donc, il savait que c'est comme s'il s'était libéré. Il savait là que c'était pas compliqué pour lui dans sa tête. À cette heure, c'est réglé. Puis on vit comme on peut vivre jusqu'à temps que j'ai l'option de choisir autre chose. Donc, il y a aussi d'autres personnes qui disaient, honnêtement, je pense que j'aurais été encore plus découragée et peinée parce que là, avec l'aide médicale à mourir, tu sais que tu as une issue sur ta situation. Et quand il n'y avait pas cette option-là, ben moi, les gens, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi d'accepter ma situation si j'avais pas eu ça derrière ma poche, là, comme on disait au début. Dans ce qu'on a vu aussi, c'est qu'avant l'aide médicale à mourir, le thème du suicide revenait avant l'adoption de la loi sur les soins de fin de vie à ce niveau-là. Donc, je vais laisser la parole à Étienne pour la fin des thèmes. Merci. Donc, généralement, le parcours de la maladie va toujours commencer avec le diagnostic. Les gens, dans le fond, vont aller voir leur médecin. Puis les premiers symptômes, c'est pas des choses qui sont très intenses. Ça peut être j'ai de la difficulté à parler, j'ai de la difficulté à articuler, je perds de la sensibilité dans un membre. Là, les médecins vont faire des tests. Malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est que ces tests-là reviennent négatifs. Puis les personnes qui ont la SLA tombent dans une espèce de boucle où est-ce qu'ils se font référer de service en service jusqu'à finalement atteindre le neurologue. L'enjeu, c'est que ces boucles-là peuvent durer des semaines, ça peut durer des mois, puis dans certains cas, ça doit même durer des années. Puis plus cette boucle-là dure longtemps, moins ces gens-là sont pris au sérieux. Par exemple, on a un participant qui s'est retrouvé en psychiatrie parce que personne ne croyait qu'il avait des symptômes, tandis que lui, de son côté, ce qu'il voit, c'est son corps qui perd de plus en plus de contrôle, qui a de la difficulté à parler. On s'entend que pour commencer ton parcours de soins,
le niveau de confiance que tu as dans le système de santé, ça part pas super bien. C'est sûr que ça a aussi des impacts sur la planification parce que selon la forme de SLA que tu vas avoir, la vitesse des symptômes peut aller quand même très rapidement. Il y a des gens, par exemple, on a un participant qui est à SLA depuis 25 ans, puis on en a que ça a pris 1 année, 2 années, il y en a que c'était des mois, ça peut aller vraiment rapidement. Puis un enjeu aussi, c'est au niveau des essais cliniques. La majorité des essais cliniques, pour débuter, ils veulent des gens qui ont la SLA dans un début de maladie. Mais si la période de diagnostic où est-ce que tout est sur pause dure trop longtemps, ben, ce qui arrive, c'est qu'ils se font dire, ben, tu as une maladie, tu peux pas participer aux essais cliniques. C'est comme 2 portes qui se ferment en même temps, fait que ça peut créer des frustrations à ce niveau-là. Puis quand on parle de la liste de souhaits, c'est un peu un thème récurrent qui revient, c'est l'idée de la bucket list. Là. Je veux accomplir mes rêves pendant que j'ai la capacité de le faire, j'ai la mobilité de le faire aussi. Ben, c'est un peu difficile de partir en voyage quand tu as des symptômes physiques que tu sais pas trop pourquoi, puis que t'as pas de réponse de la part des médecins. Et par exemple, dans cet extrait-là, c'est une proche aidante qui relate qu'elle avait un voyage d'organiser avec son ami, que finalement son ami n'a pas pu venir parce qu'elle n'avait pas de diagnostic, puis on comprend que c'est un peu risqué comme choix, comme on dit. Au niveau des services, là aussi, on tombe dans un double enjeu, dans le sens qu'il existe des services spécialisés pour la SLA. Généralement, c'est dans les grandes régions, ça peut être des cliniques spécialisées. Par contre, pour les gens qui sont peut-être plus éloignés, les services sont peut-être un petit peu plus disparates, éparpillés un peu partout. Puis oui, la SLA passe dans des listes de priorités, mais ces services-là viennent souvent avec un oui, mais. Par exemple, c'est possible d'adapter son logis pour avoir le plus longtemps possible accès à sa maison avec les enjeux de mobilité. Il y a une enveloppe budgétaire qui leur est donnée. Par contre, cette enveloppe-là a un protocole qui est assez rigide. Fait que ce qu'ils se font dire souvent, c'est le contremaître qui va passer, qui va dire oui, je peux adapter ton escalier. Par contre, il va juste falloir que tu débourses la modique somme de 20 000 pour ouvrir ton entrée afin de cadrer dans le programme. Un autre exemple, c'est que les proches aidants ont aussi la possibilité d'engager des préposés aux bénéficiaires avec un chèque emploi Québec. C'est juste que toutes les démarches de gestion, c'est eux qui doivent toutes les accomplir. Que ce soit le recrutement, que ce soit former les gens, que ce soit lire des CV, passer des entrevues. C'est quand même des démarches qui peuvent prendre du temps. Puis c'est pas un chèque qui a un énorme salaire. Fait que souvent, c'est des démarches à recommencer souvent. Puis c'est ironique à quelque part parce que c'est un service qui est fait pour aider le proche aidant, mais le temps qu'il trouve un employé, il est rendu avec une double tâche. Il est rendu proche aidant et ressources humaines. Il y a comme un service qui est vendu, puis que les gens disent, là, arrêtez de dire qu'il y a des services, s'il vous plaît, arrêtez de dire ça. Mentionnez les listes d'attente, que c'est long, tu dois t'inscrire tout le temps d'avance. Puis il y a cet enjeu-là qui est tout le temps présent de je dois être 2 coups d'avance sur le système, des fois 3. On a parlé de l'idée que c'est une diade, mais cette diade-là, on dirait qu'elle se retrouve souvent dans un contexte où c'est comme nous deux contre le monde, à quelque part, ou nous deux contre le système au complet, parce que si j'y pense pas d'avance, ça fonctionnera pas. Puis un enjeu aussi, peut-être plus en région, c'est que oui, les services sont plus disparates, mais ces services-là sont pas spécialisés non plus. Puis ça reste une maladie qui est encore à ce jour très méconnue. Puis par exemple, on a une participante une diade en fait, qui était allée en CHSLD. Puis la prochaine dent, je vais juste demander à une préposée aux bénéficiaires, ben, est-ce que vous savez c'est quoi la SLA? Ah, j'en ai déjà entendu parler. Tu sais, ça vend pas du rêve. Tu t'en vas vers un service, puis on dirait quasiment que la maladie est une légende urbaine, pas trop à l'aise. Il y a cet enjeu-là aussi qui est présent. Puis, quelque chose qui nous a travaillé pendant tout ce projet-là, en fait, c'était de voir comment est-ce que les gens arrivent à gérer tout ça. C'est vraiment des parcours du combattant. Si on parle d'une proche aidance qui avoisine les 50 heures semaine, que souvent les gens arrêtent de dormir pour justement bouger la personne dans son lit, que oui, c'est une perte de mobilité, mais le proche aidant est toujours là. Puis il y a 2 points quand même importants qui sont ressortis. Puis être dans le moment présent, c'est très large comme thème, mais c'est tellement des choses qui sont concrètes. T'sais, on a posé des questions pour essayer d'être le plus dans l'espoir, le plus dans... Si on était dans le meilleur des mondes, puis les gens nous sortaient toujours des choses super simples. Que ça soit, je vais aller prendre une crème glacée, je vais aller au restaurant, je vais aller au cinéma. Il y a quelque chose de très concret qui est nécessaire dans le quotidien qui, en ce moment, c'est difficile de faire. Puis, au niveau de l'implication, ce qui est le fun avec la SLA, c'est que les gens sont très impliqués. Que ce soit pour notre recherche, notre recrutement, ça s'est fait vraiment rapidement, mais même les recherches, on parlait, les essais cliniques, c'est des gens qui veulent s'aider, c'est des gens qui s'impliquent le plus qu'ils peuvent. On a un participant justement qui a fait une levée de fonds de 6 000 $ pour SLA Québec parce qu'il était comme je veux essayer de reprendre du contrôle sur cette maladie-là, je suis pas capable de l'avoir. Puis juste là, on a l'extrait justement, comme on dit, le moment présent, c'est des petites choses d'aller au cinéma, d'aller au musée, faire quelque chose pour juste décrocher de la maladie. On a des participants qui étaient juste je veux m'asseoir sur mon balcon puis regarder la neige tomber. C'est très, très concret. Puis, comme dit le deuxième participant, en fait, c'est souvent quelque chose, une maladie qui marque les gens, que les gens restent impliqués même après avoir
subi cette maladie-là, à quelque part, là. Tu sais, que ça soit dans SLA Québec, qui est une grosse organisme aussi, là. Puis, don d'organes, c'est aussi, on a une espèce de problématique de grande région, petite région, dans le sens que c'est pas tous les hôpitaux qui peuvent faire des dons d'organes. Souvent, les gens doivent se déplacer pour aller dans des grands centres qui sont accrédités pour. L'enjeu, c'est que les déplacements avec la SLE, ça aussi, c'est complexe. Fait que c'est comme une dernière démarche à faire qui en rajoute une coche que les gens, à un moment donné, sont juste tannés. Fait qu'ils vont peut-être refuser ça quand ça leur aurait permis de faire un sens de tout ça, tu sais. Puis légué à ses proches, il y a beaucoup de participants qui se disaient je vais attendre mon aide médicale à mourir jusqu'à une certaine date. Je vais attendre pour la fête de mon petit-fils, je vais attendre pour le mariage de quelqu'un. Ça, c'était quelque chose qui leur permettait de faire du sens de tout ça, de se dire je veux être là le plus longtemps possible, puis montrer que je suis capable de le faire, tu sais, un peu. Il y avait cette dynamique-là qu'on a remarqué. Puis, ce qu'on se pose la question en ce moment, c'est il y a une espèce de paradoxe de on le sait que les gens, ça va mieux quand ils sont dans le moment présent, mais réalistiquement, ils doivent toujours être 3 coups d'avance sur le système. Puis l'enjeu, c'est que le 3 coups d'avance, c'est tout le temps, je me projette dans un symptôme qui va être de plus en plus pire, je me mets dans une position où est-ce que ça n'ira jamais mieux. Tu sais, c'est pas un futur qui a beaucoup d'espoir quand on se projette dans des symptômes. Puis il y a ce participant-là, justement, qui en parle, qui a vu un reportage à TVA, puis que c'était trop anxiogène, c'était trop difficile, il a juste coupé le programme parce qu'il trouvait ça automutilant. Puis qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de proches aidants, il y a beaucoup de personnes qui avaient la SLA qui allaient dans des groupes de soutien juste une fois, puis qui étaient comme c'est trop confrontant. Tu sais, je suis confronté aux symptômes que je pourrais avoir dans 2-3 ans, je suis pas capable de faire mon propre chemin, on me le met juste d'en face, puis je suis pris avec ça. Tu sais. C'est une maladie où est-ce qu'il y a beaucoup d'impuissance, justement. Fait que ça reste un enjeu qui est difficile aussi à négocier de comment est-ce qu'on peut mieux les accompagner pour éviter qu'ils soient tout le temps dans l'obligation de se projeter vers pire. Tu sais. C'est une réflexion qu'on a. Puis je vais céder la parole à Stéphanie. Encore moi. En fait, c'était comme en guise de conclusion, mais je vais vous garder plus longtemps. Non, mais puisqu'on a plus de temps, on va rajouter certaines choses. Je vais commencer pour la conclusion par la fin. Ce qui nous reste à faire, en fait, on veut, ce qui nous reste, il y a certains domaines, comme je disais tantôt, qu'on n'avait pas terminé d'analyser, mais on veut aussi faire la comparaison entre ce qui a été dit par les proches aidants, les personnes proches aidantes, les proches, puis les personnes qui vivent avec la SLA pour voir est-ce que c'est similaire ou c'est différent. Par exemple, le proche qui nous rapporterait que l'espoir de la personne, c'était quelque chose, est-ce que c'est similaire dans les propos des personnes qui vivent avec la SLA? On veut faire aussi une analyse secondaire, puis on l'a peut-être vu, vous l'avez peut-être perçu aujourd'hui. Ça a été très, très riche comme entrevue. Puis les gens sont très généreux. Hein? On est très, très privilégiés de pouvoir faire ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui provenaient des proches, qui n'étaient pas nécessairement reliées directement à notre but, mais parlaient par exemple de leur expérience à eux. C'était pas ce qu'on allait voir, leur expérience à eux, mais c'était quand même très riche. Puis je pense que c'était important de leur donner une voix aussi. Donc, il va y avoir une analyse secondaire qui va être faite avec ça là, par rapport aux propos exclusivement des proches. Les autres thèmes, si je reviens en haut, puis là, ça fait pas trop ça que ça vous donne, ça vaut la peine de regarder ce qui est écrit, parce que je vais rajouter certaines petites choses qu'on aurait voulu parler, mais on pensait avoir moins de temps. Premièrement, quand on parlait tantôt de vouloir se protéger un et l'autre, puis tu sais, des décisions qui étaient prises un peu en pensant beaucoup aux autres, le lieu de décès faisait partie de ces aspects-là, si on veut. Les gens, souvent on a l'idée, ou dans les sondages, tout le monde dit on veut tous mourir à la maison, puis tout ça. De plus en plus, on voit les recherches qui disent ah non, c'est pas tout à fait ça. Puis effectivement, ça devient plus complexe quand on s'approche de la fin de vie, si on veut. Dans ce qui nous a été rapporté, les gens nous disaient, il y en a là, il reste qu'il y a des gens qui nous ont dit, ah, moi je veux, c'était beaucoup l'aide médicale à mourir, sauf 2 personnes, toutes les autres nous envisageaient en fait avoir recours à l'aide médicale à mourir. Mais quand on leur demandait où vous voudriez que ça se passe, il y en a beaucoup qui disaient, pour les gens qui ne voulaient pas mourir à la maison, ils nous disaient, je veux pas que ce soit ici parce que mon conjoint ou mes enfants vont toujours avoir l'image de moi qui est morte dans le lit. Ou l'autre cas d'espèce, c'était la vente de la maison. Ils ne voulaient pas donner du trouble, si on veut, à leur conjoint pour la vendre de la maison plus tard. Puis là, ils se disaient, mon conjoint va être obligé de dire que quelqu'un est mort ici, puis je veux pas que ça arrive. Donc, c'était
leur décision était basée sur le trouble qu'elle allait donner aux autres, si on veut, ou en tout cas le trouble perçu qu'elle allait donner aux autres. Pour les gens, très peu de personnes nous ont dit qu'ils voulaient mourir à l'hôpital, mais il y a des gens qui choisissaient l'hôpital, mais c'est exclusivement parce qu'ils voulaient faire un don d'organes suite à l'aide médicale à mourir. Les gens qui ont la SLA sont admissibles au don d'organes. Euh, Sinon, le symptôme de trop, c'est ça, on n'en a pas parlé. C'était clair, tout le monde avait sa version du symptôme. Tout le monde avait sa version du symptôme de trop pour eux. Donc, le jour que j'aurais pu mes jambes, le jour que je vais me faire essuyer les fesses par quelqu'un, le jour. Donc, ça différait, mais tout le monde avait quelque chose de clair. C'est un thème qui est pas encore terminé, là, mais ce qui était aussi intéressant, c'est que il y avait une certaine mouvance dans ces thèmes-là. Pour certaines personnes, puis les proches nous le rapportaient. Certaines personnes s'étaient dit, bon, le jour où j'aurais pu mes jambes, je vais avoir la piqûre ou des choses comme ça. Il y a certaines personnes, c'est ce qui se passait réellement, mais chez certaines autres personnes qui s'étaient dit, hey, moi, le jour que je vais m'étouffer, le jour que quand ça arrivait, on repoussait un peu il y avait comme un nouveau symptôme de trop. Donc, ça, c'était intéressant. Pas tant surprenant. On sait qu'on n'est pas super bon pour se projeter. Je me souviens pas avec qui je parlais de l'équipe, pardon, avec qui je parlais de l'équipe récemment, puis on se disait, dans le fond, c'est peut-être, c'était avec toi, c'était avec Myriam. Elle soulignait le fait que c'est peut-être l'humain n'a pas conscience de sa force, de sa résilience, en fait. Mais tout ça pour dire, c'est ça. Des fois, pour certaines personnes, c'est clair, c'est ça dès le début, puis c'est ça qui va arriver, mais il y a une certaine mouvance dans notre symptôme qui va être de trop. L'expérience de fin de vie des autres, c'était important. Je pense pas que ce soit différent dans les autres contextes, mais soit les personnes qui avaient accompagné un parent, les personnes qui avaient accompagné ou qui avaient vu un ami, parce que des fois, il y a des amitiés qui se créent à travers la SLA aussi, donc une autre personne qui était décédée de la SLA. Souvent, c'était des souvenirs un peu négatifs. Là. Ils se disaient, j'ai vu mon père agoniser chez nous, puis je vois l'image de... Donc, ils voulaient éviter ça. Donc, d'avoir assisté à la fin de vie ou avoir accompagné une autre fin de vie, ça modulait aussi les décisions. Par contre, il y avait aussi certaines expériences positives, particulièrement au niveau de l'aide médicale à mourir. Donc, il y en a qui disaient, ah, j'ai vu, j'étais là quand mon ami a eu l'aide médicale à mourir, c'était beau, puis moi, c'est comme ça que je veux partir. Ou une autre qui disait, mes parents sont décédés à la maison, puis c'est ce que je veux faire aussi. Donc, des fois, c'était positif, souvent non, mais bref, il y avait une influence au niveau de l'expérience de fin de vie des autres. La mort avant la mort. Évidemment, la SLA, il y en a qui évoluent très lentement, mais il y en a non. Il y en a que ça va très, très rapidement. Puis, il nous parlait, c'est une histoire de deuil, hein, de deuil après, un deuil après l'autre. C'est dommage, j'ai pas de verbatim avec moi, mais les gens disaient, tu sais, dans le fond, je m'habitue, je perds un bras. Ben, c'est pas tout, là. C'est pas parce que je m'habitue à vivre avec un bras de moins que demain, ça va être comme ça. Non, demain, je vais avoir une autre perte. Donc, il y avait beaucoup de deuil à faire, puis il y avait jamais trop de plateau pour plusieurs. Il atteignait jamais de plateau aussi. Donc, c'est ça qui devenait difficile. Puis, il y en a qui le disaient de façon très forte que c'était pire que la mort. Ils n'avaient pas peur de mourir, mais tous les deuils qu'ils devaient faire avant, ça, c'était difficile pour eux. Donc, voilà. Donc, voilà, conclusion.